Et les 17h19 sur les ondes de Radio H1.3, on démarre sur les chapeaux de roue cette émission spéciale entrepreneuriat féminin. Les trois premières invitées de l'émission, en plus de nos deux brillantissimes chroniqueuses, en l'occurrence Hind Benranem et Sarah Mahchem, nous avons le plaisir de recevoir Madame Shiraz Benseman de Coach Tribe, Madame Felida Tayyib d'ICT Maghreb et Madame Nora Bouzila de Samar Édition. Marhaba bikoum. Merci. Bienvenue. Merci. Alors, Hind, je suis sûr que tu trépignes d'impatience à l'idée de les bombarder de questions. J'ai placé la thématique en première partie d'émission. Les chiffres, évidemment, doivent être disséqués au mieux. Tout à fait. Alors aujourd'hui, je préfère les féliciter que de les bombarder, puisque l'occasion se présente. Deux questions. Oui, heureusement. Et comme elles sont toutes aussi brillantes les unes que les autres, en tout cas celles que je connais, notamment Shiraz, enfin des gens à qui j'ai eu accès à leur parcours, donc qui font des choses extraordinaires. Je reviens à tes chiffres qui, comme tu l'as si bien dit, sont anormalement bas, surtout quand on est dans un pays comme l'Algérie où on a facilement l'accès à l'éducation, à un tas de choses. Donc ça nous fait peur. Qu'est-ce qui fait que ce chiffre soit aussi bas? Est-ce que ce sont les femmes? Donc c'est sociétal parce qu'elles appréhendent le secteur. Est-ce que c'est-à-dire qu'elles font des études brillantes, elles sont plus nombreuses que les garçons à la sortie de l'université ou de la fac, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau du monde professionnel, pour que ça se dilue à ce point? Voilà, et ça se dilue pas seulement dans les métiers qui sont très hommes et très masculins, mais pratiquement sur tous les autres secteurs. Donc, a fortiori les postes à responsabilité. À responsabilité, voilà, donc je m'adresse à mesdames, je ne sais pas si Shiraz, tu peux... D'abord, présente-toi Shiraz, Anti, qui es-tu? Raconte-nous, fais-nous rêver à travers ton parcours inspirant et donne-nous ton analyse par rapport à ce déphasage de chiffres. Alors, bonjour et merci déjà de m'avoir invité. Je suis ravie d'être avec vous, de rencontrer aussi d'autres femmes inspirantes parce qu'au final, si on n'a pas des fois des plateformes comme ça, on se connaît pas spécialement, on sait pas ce qui est fait. Donc, je m'appelle Shiraz Benseman, je suis la fondatrice donc d'une startup qui s'appelle Coach Tribe, qui est une plateforme de coaching en ligne. Ouais. J'ai un master en commerce international et affaires européennes. Je suis algérienne. J'ai grandi ici. Très bien. Mais j'ai eu à vivre dans plus de 12 pays et voyager dans plus de 52 pays. Donc c'est vrai que même sur les questions, vous voyez, quand vous parlez de elle est même polyglotte. Ouais, je parle 4 langues, ça arrive. Voilà. Et bon, je pense pas être la seule en vrai, mais je pense que quand on voit ces chiffres, personnellement, ça ne me choque pas. Ça me choque pas en plus quand je regarde le marché africain parce que faut pas oublier l'informel. Donc même si on parle des 12%, en vrai 12%, la moyenne mondiale c'est de 45, oui, donc il y a quand même un problème. Alors je suis tout à fait d'accord, mais quand je dis ça ne me choque pas, c'est parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de femmes qui font de l'artisanat et ça n'est pas mentionné dans les chiffres. C'est-à-dire elles génèrent de l'économie. Elles génèrent de l'économie, même si c'est à plus petit niveau, c'est du vraiment de l'alimentaire, mais elles le font et ça n'est pas répertorié. Donc je suis sûre que si déjà on intégrait le marché informel, on serait à beaucoup plus parce que même si vous allez, alors je donne un exemple qui a l'air peut-être bête, mais vous partez en Kabylie et vous voyez toutes ces femmes qui font celles qui roulent le couscous, celles qui font les couffins, les bijoux, enfin il y en a plein qui font, même celles qui font de la peinture. C'est vrai qu'on est du coup dans de l'artisanat. Celles qui sont dans l'artisanat, c'est un art, ça fait partie de notre culture. C'est une richesse et pour moi, elles ont tout autant de contributions, de force et d'impact qu'une chef d'entreprise d'une boîte pharmaceutique ou dans une banque ou une ministre. Donc pour moi déjà sur ça, je les cantonne pas. Et récemment d'ailleurs, j'ai rencontré une entrepreneuse qui fait dans tout ce qui est tapis. D'accord. Et d'ailleurs, elle a commencé ça et elle m'expliquait que donc c'est au niveau de l'Arwat et c'est dans le sud et qu'elle avait plein de femmes qui tissaient et du coup, elle leur permettait de générer aussi donc des revenus et ça créait du coup en fait, c'est un effet domino parce qu'au final, il y en a plein d'autres. Donc ça n'est, comme je dis moi, ça cantonne pas parce que c'est un métier qui peut-être à un moment donné on va se retrouver de nouveau, ça fait partie de notre patrimoine culturel et peut-être que ça sera reconnu par l'UNESCO. Vous voyez bien les tapis d'Iran. Enfin, je donne un exemple parce on parlait de tapis. Donc ça c'est une chose. Après, oui, on n'a peut-être pas énormément de femmes dans les ministères. Ou même dans les présidences au niveau du continent. Dans les écoles d'ingénieurs, non, voilà. Oui, alors le truc c'est que de nouveau, quand je prends l'Algérie et que je regarde l'Algérie par rapport à d'autres pays, même des pays développés,
c'est la même chose. Il y a quelques pays qui ressortent. Si je prends la Finlande, où là, oui, on a beaucoup de femmes dans le gouvernement. D'autres pays aussi développés, il n'y a pas non plus énormément de femmes. Mais par contre, les femmes entrepreneurs algériennes, une spécificité que moi j'ai remarqué, et dans d'autres, quand on fait d'autres événements, c'est qu'il y en a, et en fait, il y en a qu'on ne connaît pas. C'est cela, elles Et du communiquent coup, mal. elles communiquent pas, elles se montrent pas. Et des fois, attention, il y a aussi ça fait un peu cliché, mais il y en a où c'est elle qui gère réellement l'entreprise, même si c'est son mari qui est là. Attention, c'est pas une généralité, mais ça existe. Mais surtout, les femmes entrepreneurs algériennes ne se montrent pas, elles font. Il y en a qui sont, et c'est pour ça que on réalise que quand on voit certaines femmes, c'est toujours les mêmes. Hein. J'allais justement faire la remarque. En construisant l'émission, par exemple, avec Hind, on avait pris le pari justement d'essayer d'inviter des personnes qu'on n'avait jamais reçues auparavant, et c'était un exercice extrêmement difficile. Mais c'est parce qu'elles ne parlent pas. Et ça, c'est aussi un peu culturel. C'est-à-dire que moi-même, quand j'ai créé ma première société, donc Pitch World Fast, il y a 8 ans de ça. Moi, j'étais la première à ne pas vouloir que ma famille sache que j'ai créé. Mais dans les 12%, on compte celles qui communiquent et celles qui ne communiquent pas. Et ça parle de registre de commerce, d'activité, d'emploi, de poste. Donc les 12% restent effrayants. Oui, mais, ça, tu vois, mais par contre, si tu vois aujourd'hui cette jeune génération qui sort justement des bancs de l'université, en fait, ils ont plus tendance à s'orienter, à aller vers l'entrepreneuriat que d'aller vers le salariat. Donc, je pense qu'il y a un changement de mindset, de paradigme. Maintenant, voilà, il faut les accompagner. Il y a tout un travail aussi de coaching pour le coup. Mais je pense que ce chiffre-là est plus risque voilà, on peut se revoir dans 3 ans et je suis certaine qu'on va se retrouver sur des chiffres un peu plus importants. En tout cas. Falida, que penses-tu de ce débat et où te situes-tu par rapport à ça? Alors déjà, bien bonsoir tout le monde. Déjà, je me présente, donc Farida Tayeb, Project Manager de ICT Maghreb. Voilà. Donc, merci déjà pour l'invitation. En fait, très sincèrement, je n'ai pas du tout les chiffres comme ça en tête ou je ne suis pas en plein dedans, je suis pas en plein, je suis pas dans l'entrepreneuriat, je n'ai pas ma propre boîte, etc. Mais ça fait pratiquement maintenant 10 ans. C'est pour ça que je t'ai invité d'ailleurs. Oui. Donc ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans le monde professionnel et je peux dire que je ne sais pas, mais la femme aujourd'hui ou la femme algérienne aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de matière à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Mais oui, c'est tout le temps les mêmes personnes qu'on voit partout, c'est tout le temps les mêmes. On l'a bien vu hier. Oui. Il y avait 3 ou 4 campagnes différentes et c'était les 8 mêmes femmes en fait qui se sont partagées. C'est bien que ça existe encore une fois. C'est bien qu'il y ait cet élan, c'est bien qu'il y ait ce rappel, mais ce serait bien aussi de faire l'effort de prospecter, d'aller chiner un peu à droite et à gauche et de mettre en lumière d'autres profils qui mériteraient aussi d'être sous les projecteurs. Et comme on dit à chaque fois, l'Algérie n'est pas Alger. Voilà, tout à fait. C'est tout à fait ça. Tu vas dans le sud et t'as plein de femmes en fait que tu sais pas qu'elles travaillent. Ce que j'allais dire, d'ailleurs, je suis sûre que au niveau de votre salon ou même dans tous les salons qu'on fait, en fait, on voit quand même beaucoup de femmes. Et après, tu réalises, tu fais attention, Alger, Oran, Annaba, Constantine. C'est pas l'Algérie. Donc je pense que c'est surtout ça, c'est-à-dire que je serais assez curieuse par rapport à ces universel, c'est partout tout à fait. Mais comme là il donnait les chiffres sur l'Algérie, je serais assez curieuse de savoir si on pouvait voir par ville et après par le reste du pays, parce que je pense que ça serait encore plus intéressant. Parce que du coup, d'une certaine manière, on saurait où est-ce qu'il est le gap, où est-ce qu'il faut... Non, mais c'est clair que les grandes villes doivent faire remonter la moyenne. Voilà. Ça, c'est évident. On a plus de facilité, hélas, de créer son entreprise. Quand on a une femme, de pouvoir sortir de chez soi chaque jour, de pouvoir poursuivre de longues études. Quand on vit dans une grande ville, qu'à l'intérieur du pays. C'est triste à dire. C'est-à-dire que la ville citadine est propice à l'émancipation de la femme. C'est ça. En fait, je voulais juste rajouter, juste comme ça, comme une remarque, j'ai eu à appeler beaucoup d'institutions, on va dire, enfin, c'est-à-dire beaucoup d'organismes avec qui on voulait faire des partenariats, etc. Et à chaque fois, être aussi simple que ça, je vais vous transmettre l'adresse mail du président. C'est jamais elle la preneuse de décision. C'est fou, hein, c'est fou. Et j'ai vécu ça tout à l'heure. Donc là, je lui dis oui, bien sûr, madame, je vous envoie une invitation nominative, etc. pour venir
à l'inauguration. Donc, elle me dit oui, je vous transmets l'adresse mail du président. Donc, oui, hélas, donc il n'y a pas. C'est ce que je disais, c'est l'accès au poste de responsabilité. Il y a le plafond de verre aussi. Exact. Alors, le plafond de verre, justement. Qu'est-ce que c'est le plafond de verre, Sarah? C'est d'évoluer, et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui te rappelle que tu es une femme, que tu vas procréer, que voilà, que tu ne seras pas disponible, que tu dois rentrer telle heure. Que tu dois rentrer tôt. Bon, c'est vrai qu'on a eu la chance, moi j'ai eu la chance de ne pas l'avoir vécu. Mes parents m'ont toujours poussé. Mon mari aussi, qui est aussi mon associé, mais qui est là, qui me supporte dans mes projets. Mais effectivement, il y a une réalité, c'est le plafond de verre. Il faut rentrer à la maison, préparer à manger. Et puis même si t'as pas la pression sociale, tu le dis très bien, c'est que tu as tout un planning, tu dois faire le ménage. C'est pour ça que j'ai dit Wonder Woman tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut réussir à jongler avec 36 000 impératifs, 50 000 rendez-vous, les enfants éventuellement, les rendez-vous professionnels. Il faut être schizophrène en fait. On le dit bien. Écoute, on le fait. Mais après, très souvent, on trouve que ce sont les femmes elles-mêmes qui sont convaincues d'être biologiquement conçues pour faire des enfants et basta, et non pas aller vers la construction de carrière. Donc, souvent, ça vient des femmes elles-mêmes. C'est-à-dire, l'ambition s'arrête chez elles. Elle n'est pas forcément, je dirais, limitée par une société ou par sa famille ou par son environnement. Donc, et ce biais est le résultat de quoi? Question faussement naïve, mais pour t'amener à... Peut-être cet instinct de maternité qu'a une femme, que n'a pas peut-être un homme, je ne sais pas. Moi, en tout cas, c'est la nuit des temps. En fait, je pense, c'est quand on dit par exemple qu'on a les traumas des générations avant, c'est cela. C'est un héritage. En fait, c'est un héritage. En fait, tellement c'est ancré et c'est plus ou moins normal. En fait, c'est normal. La femme, elle doit faire ça. C'est-à-dire que même toi, le fameux, je vais le dire, placé que fait le cousine. Voilà. Hélas. Le truc, c'est qu'attention, c'est assez drôle, mais moi j'ai des amis qui rigolent en disant Shiraz, la cuisine. Je fais vas-y toi, parce que moi cuisiner c'est pas vraiment mon truc. Donc je fais vas-y, et je leur dis c'est que on a beau le dire en rigolant, inconsciemment, et en fait, tout à fait. Je sais qu'on est sur l'entrepreneur, mais je vais aller sur des trucs, on peut être coaching, mais l'inconscient, en fait, plus on va se dire des choses, c'est comme on se dit tous les jours, je suis plus on les entend en tout cas. C'est la méthode, la femme, elle doit faire ça, elle doit faire ça, elle doit faire ça. C'est que inconsciemment, on se dit, en fait, moi, il faut que j'ai des enfants. En fait, il faut que je fasse ça. Et c'est pour ça que même dans des couples, même si tu as de la chance d'avoir un mari qui te soutient, mais je suis certaine qu'une partie de toi te dit non, c'est à mon rôle en fait de faire ça. Après tout, non, pas du tout pour le coup. Mais Sarah est un anachronisme vivant, donc voilà. Que t'en as certaines qui malgré tout, elles se disent bon, j'ai de la chance, mais normalement c'est quand même moi. Exactement. Là, vis-à-vis des enfants, c'est vrai qu'on peut l'avoir parce qu'il y a l'instinct maternel. Par contre, par rapport aux tâches ménagères, non pas du tout. Mais après justement, est-ce que c'est pas dû au fait qu'il n'y ait pas aujourd'hui de référent, c'est-à-dire que cette femme-là, si on voit pas de success story, d'histoire, de storytelling, de femmes qui réussissent, qui arrivent à faire des choses, je pense qu'on n'est pas assez nombreux justement pour donner l'exemple et dire allez-y, vous aussi pouvez le faire. Et ça, c'est culturel, il y a l'ain, l'hased, on a peur de se montrer, voilà. Mais tu sais, tu regardes même à l'international, même tous les modèles de réussite qu'on te montre, même une fois elle te dit elle a réussi à jongler la famille, et ça veut dire que malgré tout, c'est pour ça que je dis c'est naturellement, et c'est dans toutes les sociétés. On va revenir sur l'Algérie, mais ce que je veux dire c'est on parle de l'Algérie et c'est vrai que l'Algérie a encore plus certaines choses, mais malgré tout c'est à un niveau international et c'est bien pour ça que quand on parle de la lutte des droits de la femme, c'est pas un truc qui est spécifique à l'Algérie. Et sur certaines choses, c'est vrai qu'en Algérie on est quand même un peu plus avancé sur certaines choses et moi je le vois même quand je vois dans les étudiants dans tout ce qui est STEM ou dans celles qui vont dans la chimie, dans l'ingénierie et tout, t'as énormément de filles. Le problème, le gap arrive, c'est à la sortie, comment ça se fait. Et ça, on en avait parlé avec quelqu'un, c'est d'une part, t'as celles qui en fait sont venues parce qu'on leur a dit faut que tu te maries, je suis venue pour chercher un mari. Toi, tu fais, moi j'ai pas eu le temps pendant mes études de me dire je vais chercher un mari, je suis comme ça, ils sont tous débiles à l'âge de l'étude. Non mais et comment on peut profiter de ce plateau pour justement profiter de vos expériences et inspirer d'autres femmes à aller dans des métiers surtout difficiles? On va poser la question à notre amie Noura Bouzida qui n'a pas encore parlé de sa malédiction. Oui, j'écoutais. Donc, en fait, je vais vous étonner. Moi, j'ai fait un aller-retour aujourd'hui à Tizi Ouzou. En fait, plus exactement à Boudjima. D'accord. Et j'étais avec une amie, une auteure qui s'appelle Madame Ferrouja Ousmer. On a fait une conférence. On a choisi aujourd'hui pour éviter hier, justement. Et donc, on était dans une classe d'école. Il y avait une exposition d'artisanat et tout, mais il y avait cette conférence.
organisé par des femmes du village, l'association du village. Je n'ai vu que des femmes. Il y avait très peu d'hommes, mais le peu d'hommes qui y avait étaient venus écouter ce qu'on disait pendant la conférence. Et justement, l'un des thèmes, moi j'ai abordé l'émancipation par la culture, par le livre plus exactement. Et elle a parlé, figurez-vous, de ce plafond de verre, devant un parterre de femmes qui étaient là en robe kabyle, pratiquement toutes plus âgées un peu plus que de la cinquantaine ou de la soixantaine même. Il y avait même des dames plus âgées. Mais en fait, elle a parlé en français, puis elle expliquait à chaque fois en kabyle et en arabe. Et en fait, elle comprenait très bien ce qu'on disait. Et c'est là où il faut faire le travail. C'est tout à l'heure, donc vous disiez que les villes et tout. Oui, la ville n'est pas à négliger, puisque c'est là où nous vivons tous le maximum. Aujourd'hui, les populations sont toutes majoritairement urbaines. La femme dans la campagne n'est pas en reste cependant. Moi, je bouge beaucoup par rapport aux livres, c'est-à-dire je fais beaucoup de petits salons en Kabylie, à Chlef, on en a un à Relizane dans les prochains jours. En fait, il y en a un peu qui fleurissent un peu partout. Parce que bon, il y a une certaine prise de conscience, je dirais, sur l'importance du livre. Mais la femme, visiblement, elle est présente dans la société. Visiblement, quand on va dans les marchés, quand on va dans la rue, quand on voit les conducteurs. Vous savez, en Algérie, les femmes conduisent autant que les hommes. Tout le monde conduit. Donc déjà, c'est un point d'émancipation. C'est un signe visible d'émancipation. De réappropriation de l'espace public. Voilà, elle se réapproprie cet espace. C'est aussi... En fait, c'est pas qu'elle se le réapproprie parce qu'avant, il n'était pas le sien. Elle se l'approprie petit à petit. Et donc, visiblement, elle est présente. Cependant, il y a effectivement des freins qui sont ces plafonds de verre qu'on ne voit pas. Parce que sur le plan légal et législatif, la femme algérienne a autant de droits que l'homme. Il n'y a aucun frein légal ou... Bon, il y a aussi le code de la famille, mais ça, encore une fois, c'est un autre débat. Le code de la famille a été quand même pas mal amélioré. Déjà, le fait que, en 2005-2006, donc le fait de pouvoir donner la nationalité algérienne par le côté maternel, c'est déjà... Ce n'est pas beaucoup de pays qui le font. Mais, en fait, c'est ne serait-ce même ce gain, on va dire, cette victoire... c'est un écrou qui a éclaté en fait. Moi, je vais vous donner quelques chiffres, même si on manque de chiffres effectivement. Moi, je pense que le 12% ne reflète pas du tout la vérité de l'Algérie en termes de profession par rapport, comment dirais-je, à l'emploi des femmes. Mais il y a quelques chiffres que nous pouvons donner. Entre 2016 et 2017, il y a eu une petite étude sur la femme dans l'entrepreneuriat. Et donc, il y a eu plus de 23% de femmes, qui est une croissance de 23% de femmes dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, pendant que nous préparons cet événement avec Farida, en fait, je découvre que dans le monde de l'entreprise, il n'y a que 7% de femmes. Ce qui est vrai. Parce que visiblement, la femme, même quand elle arrive, quand même, on arrive à être dans des postes de direction et tout, mais on est très rarement chef d'entreprise. Je vous donne l'exemple que je connais le mieux, c'est celui de l'édition. Quand j'ai commencé, moi, quand j'y suis arrivée, j'ai créé ma maison d'édition avec un ami, mais qui lui a abandonné assez vite. Donc je suis restée et j'ai eu 2 autres femmes associées. Donc, on a tenu le coup parce que le monde du livre n'est pas facile du tout. Non pas en termes de discrimination ou non, pas du tout. Même si vous n'êtes pas nombreuses dans l'édition. On n'était pas nombreuses du tout. On n'était pas nombreuses. Le Samira Bendris. Exactement. Voilà. Il y a 5 ou 6 au grand maximum, voilà. Avant. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui arrivent, justement. Elles sont jeunes. Elles sont venues dans le monde de l'édition. Moi, je pense que la femme algérienne est en train de vivre sa métanoïa, on va dire, au moins, déjà pour changer sa propre perception d'elle-même, sa perception par rapport à sa place dans la société et à ses propres aspirations. Effectivement, elle se met elle-même des freins. Elle pense que dès qu'elle a un enfant, elle doit arrêter de travailler et tout. La société n'a même plus besoin de lui dire parce qu'elle le fait d'elle-même. Cependant, je pense que la femme algérienne aujourd'hui est plus ambitieuse et plus consciente de ce qu'elle peut faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les jeunes filles manquent de formation, comme les garçons, mais elles ne manquent pas d'ambition. Donc, en fait, aujourd'hui, les TIC
donne cette chance à la jeune fille, quel que soit l'endroit où elle vit. Moi, je vais vous donner l'exemple d'une femme qui a lutté et qui est aujourd'hui à la tête de la première école des énergies renouvelables en Algérie. Ça ne se trouve pas à Alger, elle se trouve à Betna. C'est Madame Mokhnash Leila, elle a été la première femme, la première Algérienne à se spécialiser dans la haute tension. Ben vous êtes le bienvenu dans l'émission quand vous voulez, madame, hein, si vous nous écoutez. Elle est la bienvenue dans l'émission quand Ah oui, quand elle sera là, elle sera parmi nous à l'ICT. Un métier qui est rare aussi ailleurs. Qui est rare, justement. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette dame a eu le cran, mais le courage, parce qu'elle faisait des allers-retours pendant le terrorisme. Elle a fait ses études dans les années 90. Elle venait, et quand je la voyais comme ça, je me dis, bon, moi, on me dit, oui, Nora, tu es courageuse, mais quand je la vois, je me sens, franchement, rien du tout. Donc, cette femme a eu un seul soutien. C'est celui de son père, Allah yarhamou. Elle a eu le soutien de son père, donc elle s'est libérée. Cette fille s'est libérée de tout. Plus personne ne pouvait lui dire non, Leïla, tu ne peux pas faire. Aujourd'hui, elle est à la tête de cette école et elle forme des jeunes Algériens. Et elle est vraiment dans l'international. Elle est membre de conseil d'administration et elle a un conseil d'administration elle-même avec de grandes sommités comme le professeur Habba et tout. Donc, voyons ces exemples. Mais aujourd'hui, pour revenir aux exemples de nos femmes, de nos mères, de nos grands-mères, elles ne manquaient pas de courage aussi, effectivement. Chaque femme a eu son lot de situations où elle a dû faire et de combats. Mais justement, les paradigmes changent. Pardonnez-moi, c'est une histoire très très inspirante, mais on peut évidemment pas essentialiser à partir de 2-3 success stories. On peut pas étendre ça à l'ensemble des femmes algériennes. Non. Cette dame a réussi parce qu'elle a déjà un caractère spécifique, bien affirmé, elle avait de l'ambition, de la volonté, elle était dans un contexte propice qui lui a permis justement d'atteindre ses objectifs. Oui. Ce n'est hélas pas le cas de la grande majorité. Bien sûr, mais la tendance, Reda, la tendance en Algérie aujourd'hui, c'est quand même de donner de l'espace aux femmes. C'est-à-dire, moi, je connais très peu de pères aujourd'hui qui pensent arrêter leur fille, les études, c'est-à-dire ramener leur fille à la maison pour la marier. Franchement, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Il y a des contre-exemples. Hein. Il y a eu un reportage il y a quelques années sur une chaîne privée qu'on ne va bien évidemment pas citer sur les cités universitaires. Eh ben, il y a eu des centaines de parents qui ont retiré leur fille. Parce qu'il y a eu un problème, effectivement. Voilà, il y a eu un problème de mœurs, là. C'est très différent. Ça, c'est un cas. Mais il faut regarder notre société telle qu'elle est. Bien sûr, elle est ce qu'elle est, bien sûr. Effectivement. Moi, par exemple, aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais de formation des jeunes filles. Aujourd'hui, je vois une régression, même dans leur ambition, en fait. Effectivement, ça va exactement dans le sens de ce que tu dis, Reda. Je me permets de Avec plaisir, ça me rajeunit. Donc, ça ne me rajeunit pas, moi, par contre. En fait, oui, il y a les grandes tendances. C'est ça qu'il faut voir. Les cas, il y a toujours des cas de maltraitance en Europe. On voit des fois, il y a des féminicides, il y a plein de choses. On a géré aussi, hein. C'est ça. Donc, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut dire que la femme en Europe est opprimée? On ne peut pas dire ça, que la femme en Europe est opprimée. On ne le dit pas. Et pourtant, elle subit des violences, elle aussi. Moi, ce que je préfère voir, c'est un petit peu ces tendances et les encourager et aller vraiment chercher là. Et bien sûr, il faut donner tous les droits à cette femme. Le premier droit, c'est celui de croire en elle-même et de penser qu'elle a le droit d'être un être humain. Moi, ce qui me fait un petit peu, comment dirais-je, de la peine, c'est qu'aujourd'hui, c'est cette autocensure que je vois chez des jeunes filles comme disait madame tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles cherchent un mari. Ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, peut-être que c'est un petit peu plus. Pour quelle raison? Il faut chercher. Cependant, il faut des débats de société. Il n'y a que les débats de société qui font avancer une société. Chiara, si tu voulais intervenir. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'il y a deux choses. Autant c'était un cas, mais je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut qu'on mette en avant tous ces cas, tous ces exemples-là, que voilà, moi je le savais pas spécialement, je connais pas cette dame, j'ai jamais eu à la rencontrer, ni même c'est pas dans mon secteur, c'est pas dans mon milieu, du coup de savoir ça. Et je pense que au lieu de mettre par exemple des femmes à l'honneur seulement le 8 mars pour faire beau, ou pour que les entreprises ils ont fait leur RSE de l'année, ce serait peut-être bien. C'est bien. J'ai vu des publications hier. Mais, Sarah, je suis sûr que tu as croisé les mêmes, mais
Pourquoi? On a fêté la femme, écoute. À coup de promotion, à coup de sacs roses, à coup de... Des roses partout, des parfums, voilà. Toi qui as des créas, qui travaillent avec des créas, qu'est-ce qui se passe justement en brainstorming pour accoucher de pareil? Bah écoute, pas plus tard, il y a une semaine, on fait une créa qui était un peu plus aspirationnelle et puis l'autre qui était très rose. Oui. Et en se disant, mais celle-là, j'aimerais beaucoup qu'elle passe. Il y avait un message derrière qui était subtil. Là, on n'était pas parti sur les droits. Voilà, on est resté sur bonne fête de la femme. Hein. Et ben, c'est la rose qui a été validée automatiquement. Voilà, Je pense qu'on est rentré dans le cliché du 8 mars. Je pense qu'on pourra pas changer les mindsets. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de rendre cette journée utile. Et ça, c'est ce qui devient en fait intéressant ces dernières années. On parle de Cheb Yazid, c'est devenu culture pop pour le coup, et on en rit. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était Cheb Yazid chaque 8 mars, alors qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de conférences, de rencontres. Alors, même si on est un peu parfois écœuré de voir des roses partout, de se dire, de recevoir des textos. C'est la sœur, c'est la fille, voilà. Ça aussi, ça serait bien de... Et de se recevoir des textos, bonne fête à toi, mais... Très bien, Sheila, on t'a interrompu et non, on mais moi, dément. ça va très... mais ça me dérange pas du tout parce que, comme je dis, voilà, on a l'exemple d'une entreprise qui, elle, malheureusement, elle doit subir parce qu'au final, faut pas oublier que les entreprises, elles ont une idée que même si une boîte de créa ou de com va te dire voilà sur quoi tu devrais aller, en fait, les entreprises, elles disent, nous, on veut aller ça parce qu'on aime bien reproduire la même chose qu'on se dit que ça marche. Mais bon, prends pas de risque surtout. C'est ça. Mais après, la deuxième chose, et je pense quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle au final même de la place de la femme dans la société, et ça, je le dis souvent et des fois je me fais taper dessus, parce qu'au final ça revient. Alors elle donnait l'exemple donc de la dame qui avait son père. Moi je dirais la même chose. Tout à l'heure dans ta chronique tu parlais des mamans, et c'est pour ça qu'on dit que malgré tout le rôle des parents est très important. Et du coup ça revient le rôle de l'éducation et l'éducation de la société. Et c'est pour ça que je pense que des fois on parle d'entrepreneuriat. Pourquoi attendre d'en parler quand on est au lycée, à la fac, alors qu'on pourrait en parler? Alors, c'est une question intéressante. Juste une pause sur ça. Est-ce que ce serait pas aussi générationnel? C'est-à-dire que la génération de mes grands-parents, par exemple, qui venaient d'un milieu très très modeste, parfois rural, avaient conscience de l'impératif de pousser les enfants pour qu'ils aient une meilleure vie. Exact. Donc, il faut faire des études, il faut faire médecine, il faut devenir ingénieur. Il y avait cette espèce de compréhension de l'évolution du monde qui a disparu. Mais ça, c'est dans toutes les sociétés. C'est ceux qui ont eu à vivre la crise, ils ont poussé les autres, et ceux qui ont les facilités. Quelle crise? Laquelle révolution? En règle générale, n'importe quelle crise, c'est-à-dire que même c'est pas spécifiquement. Donc la difficulté force le changement. Mais oui, parce qu'on le voit. C'est ceux qui ont toutes les personnes qui ont vécu pendant la guerre d'Algérie, et du coup après ils disent on doit construire, donc allez on pousse. Et puis il y avait après ceux qu'on, des fois je dis, parce qu'on parle de l'Algérie, mais je prends la Norvège, je suis comme ça, c'est vraiment l'extrême, c'est l'extrême vraiment, mais pays pétrole et gaz. Années 63, c'est là où ils ont découvert le pétrole. Donc avant, pêcheurs, pauvres. Norvège aujourd'hui, vous avez vu ce que c'est, je pense que. Mais ils ont décidé après c'est un business model. Du coup, on met le pétrole, une partie l'argent va pour l'éducation, l'autre partie va pour la rente, etc. Et tout, il y a pas de souci. Du coup, tout le monde en Norvège ont 2 maisons, une à la montagne. Vous allez me demander c'est quoi l'objectif? Non, c'est hyper intéressant parce que c'est un choix de société. C'est ça. Et le truc c'est que on voit les générations. Du coup, j'ai eu à vivre et à travailler avec eux. C'est pour ça que je connais assez bien. Mais du coup, on parlait avec ces personnes-là très humbles. Elle te dit oui, on a une cabine parce que après ils sont pas nombreux. Oslo, c'est 500 000 personnes, on se comprend. Voilà. Mais et tu vois les nouvelles générations qui eux. Mais des gosses pourris assistés, alors que même pays, nombre de populations aussi, mais parce que eux, c'est un droit maintenant pour eux d'avoir les 2 maisons, c'est un droit, c'est un acquis sur beaucoup de choses, et je pense que c'est ça, tellement on a de facilité maintenant sur certaines choses. Donc il en est de même pour l'émancipation des femmes. Je pense que sur certaines choses, en fait ça c'est-à-dire que la crise ça pousse à vouloir... c'est un avis. Oui. Hind, tu voulais rebondir. Après, on redonne la parole à notre amie Farida. Oui, justement, par rapport, j'allais adresser la remarque à notre amie Farida, parce qu'on parle aussi de la place de la femme, donc dans le numérique, dans le digital, dans les TIC. Et qui sera mise à l'honneur lors du ICT Maghreb, transmission, mais 15 ans de radio, 15 ans de radio, mesdames et messieurs, voilà. D'ailleurs, je pense que vous avez même préparé une rubrique Women Tech. C'est vrai, et c'est en collaboration avec Madame Bouzida, justement. Alors, dites-nous en plus. Vas-y. On y va toutes les deux. En fait, oui. Et on invite toutes les femmes à venir. En fait, l'intérêt, moi je m'intéresse à la lecture,
à la lecture, parce Ouais. que j'ai commencé ma vie en lisant, paraît-il. Donc, j'ai fini dans l'édition, je vais dire naturellement. Mais il y a aussi cette conscience qui a été transmise par ma mère et par mon père, ce qui est tout à fait normal. C'est la famille qui éduque, c'est la famille qui forme la personnalité. Bien sûr, il y a ce qui est inné, mais bon, là, c'est une autre histoire. Cependant, moi, on va dire concomitamment comme ça, pratiquement parallèlement, tout en faisant mon métier, un petit peu de communication aussi avec, je m'intéressais toujours à la place de la femme dans la société. Donc, je voyais bien il y avait quand même des discriminations. Parfois, elles étaient tellement subtiles que quand j'en parlais, je me dis, ouais, toi, tu es un peu quand même... Parfois, elles sont beaucoup moins subtiles aussi. Le plus souvent, mais parfois, c'est tellement invisible presque. Et en plus, les femmes, elles les laissent passer comme des futilités. Or que non. Pour moi, le futile n'existe pas dans certains sujets. Donc, dans ma vie d'éditrice, j'ai lancé un magazine que j'ai appelé Nissa, qui n'a pas marché parce que, en fait, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de publicité, ce que je ne sais pas ramener. Je n'ai aucune fibre commerciale. Donc, je vous comprends totalement. Voilà. Donc, j'ai fait un numéro extraordinaire avec des journalistes, femmes la plupart, si ce n'est la totalité. Donc, c'était un flop, on va dire, éditorial. Cependant, comme je suis persévérante, ça c'est aussi et peut-être quelque chose que les femmes, résilience. Il faut pas abandonner un projet, un rêve. Il faut y aller, même si on le réalise juste un jour avant de mourir. Why not? Donc, je me suis dit, ce projet de revue, je vais le changer en quelque chose d'autre. Donc, en événement, en atelier de réflexion sur la femme. Donc, la femme, après, à chaque fois. Et cette année, avec mon amie Farida, avec l'arrivée du salon donc des TIC, on a discuté. Donc, on va inclure une table ronde sur les femmes. Donc, Nissa, Women Nissa. Donc, c'est Nissa, c'est un petit prénom algérien, mais aussi qui veut dire Nissa, les femmes et tout. Donc, les femmes dans les TIC. Et donc, nous allons avoir mon amie Leila Moukhnech, donc la dame dont je viens de parler. Et nous aurons en visioconférence Madame Linda... j'ai oublié, excusez-moi. Ça va venir. Donc, qui est elle professeur visiteur à l'université Zayed à Dubaï. Et figurez-vous, par le pur des hasards, elle est aussi de Batna. Et en fait, voilà. Donc, c'est pour dire que la femme algérienne peut arriver partout, mais avec beaucoup de volonté. Cette dame, elle est dans les systèmes bayésiens. Pour moi, c'est vraiment de la science-fiction. Mais voyons, cette femme, elle a des capacités, des compétences qui sont dans un domaine qui était réservé aux hommes quand même. Les maths, tout ça, on pensait que la femme, c'est l'artisanat, c'est ceci, c'est cela. Mais avec beaucoup de volonté, on arrive quand même. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. La seule chose que je dis, c'est que nous, on a comment dirais-je, on a aujourd'hui cette vision qu'on peut avoir en arrière-plan de l'expérience de la femme, parce que figurez-vous que le 8 mars, ce n'était pas pour avoir des roses, c'était pour avoir des droits. C'est symbolique. Ça l'est voilà. Ça l'est toujours. Donc les premières femmes en Europe qui se sont levées, qui ont combattu, c'était pour avoir le droit de vote, le droit de travailler, les suffragettes, c'était le droit vraiment, je me rappelle pas des noms, mais peu importe, c'était des femmes. On peut citer la Aouisha Barti, les Soubia Salhi, et toutes celles qui se sont levées contre le code de la famille en 84. Donc, il y a une vraie révolution féministe en Algérie aussi, on peut en être fier. Exactement, donc petit à petit, après, il y a, comme je disais tout à l'heure, des débats de société. Mais moi, franchement, permets-moi juste de dire ça, et en fait, pour moi, la culture, par le livre, c'est le plus important. C'est à cause de ça qu'on est en train de vivre un petit peu cette régression intellectuelle, parce que si on ne lit pas... Tout le monde, hommes et femmes confondus. Oui, hommes et femmes. En fait, c'est un spectacle désolant. Nous ne pouvons pas vivre de livres parce que les gens ne lisent pas. Il n'y a plus cette culture. Les librairies ont fermé à vue d'œil en une vingtaine d'années. Donc, moi, franchement, je profite toujours de ces occasions pour dire que si on abandonne la culture par le livre, j'aime beaucoup les TIC, mais ce n'est pas constructif d'une culture, d'une histoire et surtout pas d'un avenir. Ça se discute, je pense que ça mériterait une émission spéciale sur... Le livre sur Internet, oui.
Ça, oui. Farida, c'est où, c'est quand les détails pratiques de l'ICT Maghreb? Parfait. Donc je voulais juste dire donc il n'y aura pas que ces deux ces deux femmes très intéressantes, qu'il va y avoir d'autres aussi qui seront avec nous présentes et qui participeront au panel dédié à la Women Tech. Et donc ça se passera au Palais de la Culture comme d'habitude. Enfin c'est pour la 3e année, donc on prépare la 3e édition. Tu peux dire comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. Palais de la Culture du 14 au 16 mars. Donc c'est ouvert au public. Et c'est ouvert au public. C'est parrainé par 5 ministres, voilà. 5 ministères, donc les postes et les télécommunications, la numérisation, les startups, la santé pour cette année, vu la e-santé, la nouveauté de cette année. Qui a explosé à cause ou grâce au Covid. Exactement. Et notre amie, Madame la ministre de la Culture et des Arts, qui nous reçoit chez elle. Donc voilà. Donc on vous attend très nombreuses. Donc, et l'Afrique. Et l'Afrique. Et l'Afrique aussi, oui, comme nouveauté. Donc voilà. Merci voilà tout pour la City Maghreb. Mesdames, c'était plus que passionnant. On se donne rendez-vous dans un peu plus de 5 minutes pour la 2e partie de l'émission. À tout de suite. Il est 18h07 sur les ondes de Radio Algérien 3, toujours Reda Menasser derrière le micro pour vous servir, assisté de la sémillante Hassiba Djebloun derrière la vitre. Nous continuons notre passionnante discussion autour de l'entrepreneuriat féminin avec un nouveau panel d'invités, en l'occurrence Madame Fatma Mhenni de Zolizola, Madame Amel Sidabi de Emotify et Madame Lamia Boudoudou d'LBC. Bonsoir. Dis Lamia Isma. Mesdames, marhaba bekom, on est toujours en compagnie de nos 2 chroniqueuses que l'univers nous envie, en l'occurrence Hind Benranem et Sarah. Mahchem Sarim en plus. Sarim, excellent. Alors, Hind, nouveau profil face à toi, même problématique. Tu as des questions à poser à nos invités EES. Donc un très joli panel aussi. Donc nous avons parmi nous des femmes très brillantes. Billet misogyne, billet sexiste. Est-ce que tu aurais dit joli panel si c'était des hommes en face? Aussi, oui. Je n'aurais pas hésité. Très bien, très bien. Et voilà, donc chacune dans son domaine, différents horizons. Moi j'aime bien. Donc je félicite LBC et Lamia pour tout ce qu'elle a fait durant de très longues années où elle a encouragé un tas de femmes à aller de l'avant depuis donc plus d'une dizaine d'années, je pense, Lamia. Oui, ça date de 2010. De 2010 quand même. 13 ans. Ça fait 13 ans. J'ai un petit ado voilà. dans la tête. Ça fait des dégâts, je te jure. Voilà, on a le e-commerce avec Zolizola. Nous avons ce qu'on appelle l'immobilier neuf avec Amel Sidabi. On voudrait bien partager vos expériences. Quelle est votre place, votre rôle en tant que femme dans ces métiers qui sont aussi tout aussi difficiles, notamment dans l'immobilier. Tu l'es aussi, Lamia. Alors, qui se dévoue? Est-ce que c'est facile d'entreprendre quand on est une femme dans notre pays sans langue de bois? En fait, je sais pas. Pour moi, c'est pas une question qui se pose. Tu m'as répondu la même chose l'année dernière. Ah ben voilà, tu vois, comme quoi, hein, je bouge pas. Le RC n'a pas de genre. Non, c'est ça. C'est qu'après, c'est une question de volonté, c'est une question d'envie. Je pense on est né avec tous, parce que le masculin l'emporte, encore une fois. Passons, donc on est né avec les mêmes chances, les mêmes droits. Ça, c'est mon avis. Et après, je vois pas pourquoi une femme se poserait plus la question d'entreprendre qu'un homme. Il y a pas après, comme disait la dame qui était présente tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié son discours. C'est une question d'éducation. C'est la famille qui Madame Nora Bouzida de Samar Édition. Voilà. Donc c'est où on est motivé, on nous apprend à produire, parce que c'est ça, pour moi, c'est surtout une satisfaction. Le fait de faire quelque chose de sa vie, de créer quelque chose, c'est pour soi une satisfaction personnelle. Et ça n'a pas de genre, comme tu disais, Rind. Voilà. Même question pour Fatma. Alors je rejoins totalement Lamia sur ce point. Je pense que l'entrepreneuriat n'a pas de genre. L'entrepreneuriat, c'est une question de compétence, c'est une question d'audace, c'est une question de passion. Et oui, c'est pas facile d'entreprendre, clairement, que ça soit pour une femme ou pour un homme. Voilà ma réponse. Oui. Alors pour moi, je pense qu'entreprendre en Algérie, quand on a la passion, la volonté surtout, et une valeur ajoutée pour la société, pourquoi pas? Parce qu'on est là pour changer les choses. Et je pense que notre société, elle a besoin de nous. Et chaque femme, elle a le droit de suivre son chemin et de faire la différence surtout. Parce qu'on est là pour créer la différence premièrement. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'était pas facile au début.
pour chaque projet, un nouveau projet, quand on veut se lancer, on a une situation économique qui n'est pas valable surtout. Mais actuellement, avec tout ce qui concerne les startups, les incubateurs, l'accélération surtout, je pense que ça promet vraiment beaucoup d'opportunités. Très bien. Face à ce bilan dithyrambique qui tranche carrément avec la première partie de l'émission, comment est-ce que vous expliquez justement toutes les trois le faible nombre de femmes en Algérie qui osent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Tu viens de le dire. C'est-à-dire qui osent. C'est l'audace. C'est l'audace. C'est tout. Mais comme pour tout, tu sais, c'est compliqué. Enfin, l'entrepreneuriat, comme tu le disais, que ce soit homme ou femme, ça reste quand même un chemin, quoi, une aventure, qu'on le veuille ou pas. Et après, avec un petit peu le côté culturel, le poids des traditions, le patriarcat, qu'on le veuille ou pas, on est dans un pays patriarcal. Voilà, tout ça, à un moment donné, la volonté d'entreprendre, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, comment je vais être vue? Et c'est surtout ça, à mon avis. Je pense que tu es mieux placé que nous, Lamia, pour répondre à cette question, parce qu'à travers le LBC, tu étais là pour collecter les doléances de ces bonnes femmes qui se sont lancées, qui ont peut-être croisé des contraintes d'ordre sociétal ou autre. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? En fait, la force du LBC, c'est ça, c'est le partage d'informations. C'est-à-dire que lorsqu'une rencontre un obstacle, c'est de poser la question et d'avoir multiples réponses. Mais on le sait, de toute façon, dans les administrations en général, c'est universel dans le monde entier. On a différents échos, tout dépend sur la personne sur qui on tombe. Et après, là, on n'a pas forcément de confiance parce qu'on parle à un fonctionnaire. Alors que quand on est dans un réseau, oui, les notes internes sont pas forcément lues par tout le monde et tous les jours. Donc la mise à jour est pas effective. Alors que nous, c'est des partages d'expérience. Et de dire, voilà, j'ai eu tel cas de figure, et pouvoir le présenter, le partager, puis que d'autres en bénéficient, et collecter tout ça, forcément, déjà, ça rassure. Ça rassure parce qu'on se dit, je suis pas seule, je suis pas plus bête qu'une autre, j'ai pas moins de volonté, ce cas s'est déjà posé, il y a quelqu'un qui s'en est sorti, donc je vais la suivre, quelqu'un ou quelques-unes, de toute façon. Et c'est ça, en fait, c'est la plateforme d'échange qui fait la force, et qui donne le courage de continuer. Très bien. Est-ce que ça t'a donné du courage à toi pour aller au-delà du LBC? Je crois que s'il n'y avait pas eu l'LBC, je serais plus en Algérie. Non, mais dans le sens où, parce que moi je viens d'ailleurs et je serais rentrée. C'est très important d'avoir un entourage auquel on fait confiance, dont on n'a pas à se soucier des recommandations, est-ce qu'elles sont vraies ou pas. Parce qu'on a beaucoup ça aussi, moi je l'avais vécu un petit peu. Les gens poussent vers le mur, comme on dit. C'est que dès que quelqu'un évolue, on va faire un croche-pied parce que c'est beaucoup moins fatigant de voir quelqu'un tomber que de se retrousser les manches et de le rejoindre. Alors pour l'anecdote, on appelle ça le syndrome Schwarzenegger. Parce que Schwarzenegger, lorsqu'il faisait justement ses compétitions, donnait de mauvais conseils à ses rivaux en matière de nutrition, en matière d'exercice. Je l'aimais bien, mais ça c'était avant. D'accord, ok. Je suis déçue, je farcis. En tout cas, voilà, donc l'objectif c'est... j'en étais où? Du coup, tu me fais perdre le fil avec tes anecdotes de pectoraux, là, sérieux. C'est pas le sujet. La force du réseautage, en fait. Et oui, donc voilà. La confiance, et de la sororité. C'est ça. C'est de se sentir en confiance, pas se poser la question est-ce que la recommandation est juste et saine ou pas. Parce que ça arrivait qu'on nous dise voilà, va plutôt par là, parce que là c'est déconseillé, parce que la personne en fait a envie d'y aller et de vous devancer, ce genre de choses. Et c'est le fait de se sentir protégé. Et donc comment ça fonctionne en fait? C'est un système de cooptation? Oui. Exactement, c'est ce que tu appelles cooptation, c'est du parrainage, on est bien voilà. D'accord. Ouais, définition s'il vous plaît. Donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est par parrainage. Après, moi je discute avec les personnes, comprendre pourquoi est-ce qu'elles veulent intégrer le réseau, est-ce qu'elles ont une valeur ajoutée. J'ai adoré l'expression que tu as utilisée tout à l'heure, parce que forcément... il y a absolument pas de sous-métier, mais c'est vrai que il faut que ce soit un échange équivalent. Oui, parce qu'après si j'ai une jeune femme qui a 22 ans, qui est encore étudiante et qui veut intégrer le réseau, en termes d'expérience, elle a pas grand-chose à apporter. Donc je vais peut-être la soutenir en amont, mais pas forcément l'intégrer au réseau parce que c'est pas encore le moment. Il faut aussi qu'elle ait, il faut pas qu'il y ait de laisser pour compte. Je donne et je prends. Il faut vraiment que ce soit équilibré. C'est donnant-donnant en fait. Oui, parce qu'après... S'il n'y aura pas un échange d'expérience, si je pars sur la plateforme communicative que vous avez créée, je pense qu'il n'y aura pas l'échange d'expérience, moi je te donne ce que j'ai et vous me donnez en contrepartie. C'est comme les plateformes de torrent. Il n'y a que des licheurs, il n'y a plus de films qui sont mis à disposition. C'est ça, et il n'y aura pas un équilibre en fait. Après, il y aura des personnes qui donnent et d'autres qui consomment surtout ça. Ils consomment et sans rien faire.
Alors là, il y aura un déséquilibre et puis c'est mon métier de chasser, je pense, oui. de chasser les espions et de voir qui réagit. Non mais c'est vrai, c'est qu'après c'est un travail réellement de consulter le réseau, de voir ce qui se passe régulièrement et de voir ça reste bienveillant, bon enfant, que ce soit interactif vraiment, quand il y a une personne qui sollicite le réseau et qui a des réponses, la fois d'après s'il y a des questions qui sont dans son secteur d'activité, je consulte si elle répond ou pas. Ça, c'est vrai, je le fais. Mais il y a des retombées, c'est-à-dire de voir grandir certaines femmes qui sont venues très fragiles au départ et qui ont réussi à faire des exploits. Qui avaient peur, qui avaient peut-être pas Alors justement, le bon pourquoi accompagnement. Elles avaient peur Qu'est-ce qui les freinait quelque part? Pourquoi elles étaient frileuses à l'idée de se lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat? Il faut pas se mentir, je pense que ça c'est universel, c'est l'insécurité financière. Très bien. C'est la zone de confort en fait, je pense. Quand on est chez papa, on est à l'abri. Si on se marie, on est censé, je dis bien censé être à l'abri. C'est l'image qu'on nous donne en tout cas. Avec 50 guillemets, hein, voilà. Voilà, c'est ça. Beaucoup de poker. Je suis pas concernée, laissez-moi tranquille. Mais n'est-ce pas? Mais dans le sens où voilà le fait de se lancer seul et d'entreprendre, oui, l'insécurité financière, c'est un gros souci parce que de toute façon, une femme est amenée à penser. Tu disais tout à l'heure l'instinct maternel. Donc, qu'on le veuille ou pas, ça arrive. Puis elle se dit, plus tard, si je vais avoir des enfants, est-ce que je vais arriver à assumer tout ça, etc. Donc, ça limite la prise de risque. Mais est-ce que la crise financière n'a-t-elle pas poussé d'autres femmes à aller dans le monde du travail, que ce soit entrepreneurial ou salarial? Pourquoi? Parce que l'homme aujourd'hui, qui est le chef de famille, n'arrive pas tout seul à gérer les finances des foyers. Alors ça, oui, mais pareil, c'est pas propre à l'Algérie. Voilà. Maintenant, un mariage, c'est une équipe. C'est plus l'homme qui prend sous son aile la femme et puis qui est là pour assouvir ses besoins. Je pense que même les hommes aujourd'hui autour de nous, dans notre pays, vous diront, moi, si je veux pas qu'elle reste à la maison, quand j'ai besoin de quelqu'un qui me soutienne. Si on veut pouvoir avoir une vie décente, confortable et faire des enfants, ça aussi, ça se on aimerait être accompagné. Peut-être dans certaines grandes villes, etc. Il y a cette oui, moi je parle voilà. des gens que je connais. Excuse-moi. Évitant d'essentialiser autour de la table. Oui, mais après, honnêtement, je pense que mondialement c'est le cas. La vie est de plus en plus difficile. Je donne un exemple. Avant, tu donnes des billes et un ballon à un gamin, il s'éclate. Maintenant, il faut que tu lui achètes un téléphone, il faut que tu lui recharges son téléphone. Voilà, la vie coûte très cher. Donc, même s'il y a des hommes qui sont un peu restés dans le fait que la femme doit rester, comme tu disais tout à l'heure, cousinat, à un moment donné ou à un autre, s'ils sentent qu'ils échouent, qu'il faut couler le foyer, ils vont lui dire bon va quoi. Mais il faut que la femme aussi derrière pousse et ait envie de le faire. Tout à fait. Par contre, si on repart d'entrepreneuriat, ce que tu vas trouver comme profil, c'est ces hommes-là qui vont pas laisser forcément leur femme entrer en entreprise. Par contre, ils vont l'inciter à entreprendre. Donc ça peut être le petit travail artisanal. Donc elle va ou faire des gâteaux, dépendamment de ce qu'elle sait faire. Mais il va l'inciter et la pousser, devenant même son manager quand on le voit aussi. Est-ce que c'est causalité ou plutôt l'inverse? Est-ce que c'est-à-dire que c'est la femme qui a décidé d'entreprendre, donc elle met son mari devant le fait accompli, c'est-à-dire je le fais et tu es obligé de suivre, ou alors au contraire ça a été plus incitatif? Tu vois, c'est pour ça que le débat dans les foyers. Sociologiquement ce serait intéressant. Ou c'est peut-être les deux. Mais après ça peut être les deux, ça peut être la femme qui a l'ambition d'entreprendre ou de créer quelque chose, ça peut être aussi le niveau de vie qui est aujourd'hui devenu très cher, ça peut être aussi l'homme qui a envie que sa femme vienne l'aider mais qui veut pas forcément l'envoyer travailler avec d'autres hommes. Voilà. C'est ça, généralement, j'avais compris voilà. Ce que tu dis. Et du coup, il va plus la pousser, l'aider et l'inciter à entreprendre. Honnêtement, j'ai des exemples comme ça dans le réseau d'une dame qui travaille à la maison en tant que traiteur, donc qui produit traiteur. Enfin, elle travaille chez elle. Tu lui fais la commande que tu veux et elle te prépare un plat. Et c'est son mari qui livre. Donc il travaille la journée, il la soutient le soir et ils font équipe et ça se passe très très bien. C'est pas ferme, et du coup, et ça peut exister aussi. Ça revient à ce que tu disais. Aussi. Voilà. J'ai envie, vous faites que vous soyez un peu prétentieuse et mettre en avant quels sont ces exploits que vous avez réussi ou ce challenge pour donner envie donc aux autres. Soyons modèles, j'ai envie de dire. Voilà, alors pour moi, tout d'abord, pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui, d'ailleurs, merci pour l'invitation. Je m'appelle Amel Sidehbi. Je suis architecte de formation. Après avoir terminé mes études, je suis lancée avec un associé avec moi, Nassardine Boutera, que je salue. On a créé l'agence de marketing immobilier qui s'appelle Sarfnar Group.
pour vous dire, ce n'est pas facile parce qu'au début, on a des contraintes, beaucoup de défis, côté économique, côté réglementation et tout. Il faut, avec l'histoire des impôts, registre de commerce, la paperasse, on ne connaît pas, on n'est pas formé pour ça. Alors à chaque fois, on se retrouve obligé de s'auto-former en fait. Alors le premier conseil que je pourrais donner après ma simple expérience plutôt pendant ces 4 ans-là, c'est de s'auto-former, surtout ça. Sur tous les domaines, marketing, commercial, vente, si vous voulez entreprendre, vous en aurez besoin. C'est très important. Et puis après... la formation académique de l'école ne suffit absolument pas et ne prépare pas à une vie entrepreneuriale. En temps 5 ans à l'époux, c'est vrai, l'architecture, en fait, moi, je le considère comme un mindset. C'est un art de vivre. Il m'a appris comment vivre, mais côté travail, côté entreprise, c'était vraiment de se reformer, c'est-à-dire auto-éduquer en fait de zéro. On a besoin, si on crée notre entreprise, on n'a pas les moyens d'avoir des commerciaux, de recruter des community managers, de recruter plein de profils dont on aura besoin. Alors on est obligé de s'auto-former pour faire tout. Mais après, pour avoir cet argent-là, des rentrées, c'est-à-dire des inputs, afin de faire grandir la société. Et ça, ce n'est pas un combat de femmes, ça c'est un combat d'entrepreneurs. Justement, c'est ça. Alors, les femmes, s'ils veulent entreprendre, elles peuvent. Mais généralement, je leur conseille de ne pas se limiter à leur secteur académique, à leur domaine d'études, mais surtout d'avoir beaucoup plus de compétences, d'acquérir de nouvelles compétences dont ils auront besoin. Voilà. C'est comme ça, même s'ils ne veulent pas entreprendre, elles restent salariés, c'est des salariés. Comme ça, ils auront une valeur ajoutée pour la société dont elles travaillent. Ils pourront valoriser leur poste, ils pourront négocier un salaire en fait. Et c'est ça pour moi, c'est-à-dire la devise de la réussite, c'est de s'auto-former. Mais justement, le but de l'émission, c'est d'essayer d'expliquer ce déphasage de chiffres entre les 15% de femmes qui osent entreprendre et les 85% qui sont diplômées aux sorties de l'université ou de la fac et qui hésitent à se lancer du grand plongeoir, qui optent pour une vie de foyer, qui est tout aussi honorable aussi. Mais voilà, on veut juste essayer d'analyser et d'expliquer ce mindset. Fatma. Alors, on a abordé l'aspect financier tout à l'heure, on a abordé l'aspect un peu familial et on a parlé des role models. Moi, je pense que le chapitre de role models, c'est le plus important. On manque cruellement de femmes qui nous inspirent, de femmes auxquelles on s'identifie et qui nous font comprendre que finalement c'est possible. Une femme, elle peut entreprendre, une femme, elle peut être CEO. Après, je dis pas que tout le monde est né pour être entrepreneur. Je pense qu'on est entrepreneur. Si on est fait pour être carriériste, it's okay. Si on est fait pour être entrepreneur, it's okay. Mais si on prend le chemin d'entrepreneur, on a besoin de ce déclic. Et pour avoir ce déclic, il faut qu'on nous fasse comprendre que c'est possible. Il faut qu'on le voit, il faut qu'on le comprenne. C'est pour ça que je pense que toutes les femmes qui aujourd'hui sont à la tête d'entreprises, qui aujourd'hui sont inspirantes, devraient, je pense, se mettre en avant, ne pas avoir peur de parler de succès, même si je suis aïb dans notre société de dire, je suis successful, j'ai réussi. C'est ça. C'est pour ça que je vous demande d'être prétentieuse. Alors, la licence à la prétention de Hid Benred. Je vais être prétentieuse. J'ai été nommée parmi les 50 femmes les plus influentes de la région MENA. De la région MENA en retail. Et j'en suis fière et honorée. Et je le dis. Et j'aimerais voir d'autres Algériennes faire partie de ce genre de classement tous les jours. J'ai envie que les Algériennes soient au devant de la scène, que ça soit au niveau national ou dans la région ou bien même dans le monde. Très bien. On y arriverait comment, Fatma, sans langue de bois? On y arriverait comment? Déjà, je pense que ce processus de créer de plus en plus de role models, ça va se faire avec le temps, ça va pas se faire du jour au lendemain. Je suis moins convaincu, on en parlait tout à l'heure avec Sarah Marchim en début d'émission, c'est pratiquement toujours les mêmes profils qui reviennent chaque 8 mars. Mais je crois et je suis journaliste depuis 15 ans. Donc, et pas que les 8 mars, c'est-à-dire tous les événements où il y a comme ça des conférences, des panels, des débats, ateliers, ce sont les mêmes acteurs économiques qui reviennent sur la scène. Donc il y a aussi la facilité des journalistes que nous sommes, c'est bien de faire notre autocritique, toujours d'aller vers les bons clients. Voilà, les Sarah.
Alors moi par contre j'ai remarqué une tendance sur Instagram qui est survenue après le Covid pour le coup, et tu te retrouves avec beaucoup de profils d'entrepreneurs, de femmes qui se mettent de plus en plus en avant et qui n'ont pas honte. Alors ça commençait au départ, on le remarquait, il n'y avait que les mains qu'on voyait un peu la Walid pour le coup, et puis après t'as la voix, t'as la moitié du visage, et aujourd'hui elles se montrent de plus en plus, t'as des sessions de live, t'as des sessions de reels. Ça tu l'as remarqué? Donc, ça on le remarque vraiment depuis 2020. Donc du coup moi je suis totalement d'accord sur les modèles à avoir et à les mettre en avant, et je suis certaine que d'ici le 8 mars prochain tu auras beaucoup de femmes à tes portes. Je suis persuadée si on s'y prend à partir de tout de suite. Parce que voilà, je te rejoins Sarah, il y a cette émergence des réseaux sociaux depuis on l'utilise beaucoup plus depuis le confinement. Il y a aussi cette émergence de l'écosystème start-up en Algérie. Donc on a vu de plus en plus de femmes se lancer dans les start-up ces 2 dernières années, et ça explose, le nombre de start-up explose année après année en Algérie. Enfin, les idées explosent, mais pas les start-up. Oui, bon, après... n'est pas super convaincu par le modèle start-up. Je pense que c'est dans le monde. On a fait plein d'émissions autour de ça. Ouais. Après, il y a encore du chemin à faire pour constituer un écosystème solide, mais on y arrive. On y arrive. Bien. Moi, je suis optimiste. Lamia, es-tu optimiste aussi? C'est très bien que moi c'est dans mes gènes, c'est inné l'optimisme, quoi qu'il arrive. Après c'était pour rebondir sur ce que disait Sarah. C'est vrai que je l'ai vu dans le groupe, tu vois, c'est que moi j'ai rencontré, elles me le disent en message privé, par exemple, Lamia, tiens, j'ai créé ma marque, j'ai créé une entreprise. J'aimerais que tu sois là pour l'inauguration, pour ci, pour là, ou est-ce que tu peux me recommander une comptable, ce genre de choses. Mais après je dis, mais pourquoi tu l'as pas mis, pourquoi tu l'as pas posté, pourquoi t'as pas publié ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu invites pas tout le monde? Tu fais une inauguration, mais c'est pas moi l'important, publie-le dans le groupe et invite du monde. Je dis ouais mais j'ose pas, etc. Pourquoi tu oses pas? Ouais, parce que en fait c'est justement la peur peut-être aussi de l'échec. Se dire, si j'en parle à tout le monde et que je me mets à jour comme ça en disant voilà, j'ai créé une entreprise, il faut que je réussisse, sinon c'est ça là, en fait c'est ça, et ce faut que je réussisse, comme tu dis, c'est exactement ça. Il met la pression encore plus. Il y a déjà suffisamment de pression à démarrer, et s'il y a trop de monde qui le sait, c'est que j'ai pas le droit de me planter. Sauf que c'est se tirer une balle dans le pied aussi si on communique mal par rapport à son projet. Mais ça c'est pareil, c'est encore une éducation. C'est un tremplin, ça réussit, ça chute, ça reprend, ça démarre. Et après c'est ça, donc elle me dit ouais d'accord, mais vas-y poste-le toi. Donc c'est moi qui en parle. Tout à l'heure quand j'ai attrapé Falida là qui sortait du plateau, j'ai dit Falida, pour ton événement, pourquoi t'as pas mis dans le groupe? Ah oui, machin. Bon, je fais et puis tu me diras si c'est bon. Mais non, mais poste et puis ramène du monde. Il faut être proactif. Voilà, c'est ça, c'est qu'après il faut partager. Et ce partage, c'est pareil, c'est aussi une espèce de pudeur, je pense. On a ça dans notre culture. Hein. C'est avoir peut-être. C'est voilà, je suis chef d'entreprise par rapport aux autres femmes ou par rapport aux gens de la famille. Tiens, elle se lance, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Et forcément, voilà, c'est la pudeur. Tu rajoutes la pression. Ça fait l'environnement dans lequel on évolue. Voilà, et cette éducation, elle n'a peut-être pas encore été suffisamment faite. Et c'est vrai ce que disait. Ce rapport à l'image aussi peut-être. Hein, Est-ce que tu as les chiffres par exemple sur le ratio influenceur-influenceuse? Il y a plus de filles, il y a plus de garçons. Alors sur Instagram, il y a plus de femmes, effectivement. Il y a plus de femmes. Voilà. Il y a plus de femmes sur Instagram, tout à fait. D'ailleurs, maintenant, on voit l'essor des hommes. Enfin, il y a des hommes qui commencent à... Il y a plus de femmes dans 2 secteurs bien définis. Donc le cosmétique et ça voilà, t'as beaucoup et cuisine. Ah d'accord. Donc voilà. Mais après, tu trouves, même tout ce qui est HCP, donc tout ce qui est médecin, tu vas trouver plus de femmes aussi. Les coachs aussi, t'as plus de coachs femmes. D'ailleurs, je connais pas comme ça en top of mind. Je pourrais pas te citer un homme coach sur Instagram. Donc non, il y a beaucoup plus de femmes. Donc il y a une réappropriation de l'image numérique et face caméra. C'est ça qui est très intéressant. Très bien. Mesdames, on fait une petite pause et on revient juste après. Et les 18h33 sur les ondes de Radio Alger Chaîne 3. Vous écoutez toujours Médiatique, présenté par votre serviteur Eladam Benassel, entouré d'un large panel féminin ce soir, puisque nous parlons évidemment d'entrepreneuriat féminin. Alors mesdames, moi j'ai envie de vous projeter, allez, d'ici 10 ans, comment vous voyez-vous dans une dizaine d'années? Quels sont vos rêves? Alors pour moi, mon rêve c'est de voir Emotify une licorne. Alors il faut expliquer à nos auditeurs ce qu'est une licorne, bien évidemment. Voilà. C'est pas le cheval avec voilà. Voilà, alors Emotify parce que c'est une marketplace qui relie entre les promoteurs immobiliers et les futurs acquéreurs. D'ailleurs, si vous cherchez à acheter un appart neuf en Algérie, vous pouvez jeter un coup d'œil. Alors nous sommes très ambitieux. On a vraiment travaillé sur ça. Il y a de la scalabilité et on tenait à être
comme Yasser ou plus, Inch'Allah. C'est ça. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Voilà. Même question pour notre ami Fatma. Zolizola, qu'est-ce donc? Alors Zolizola, c'est un site de e-commerce spécialisé dans les produits pour bébés. Je vais répondre à ta question, Hind. Nous, on veut devenir une référence pour les parents, outre Algérie. Très bien. Après, j'aimerais rebondir sur cette question, où est-ce que je me vois dans 10 ans? Oui. Parce que j'ai eu une réflexion là-dessus et j'ai pas mal changé ces derniers mois. Faut répondre à Patrick Bruel, en fait. Ouais. Dans 10 ans. Pourquoi est-ce qu'on se met cette pression de se dire qu'est-ce que je vais devenir dans 10 ans? Pourquoi est-ce qu'on se demande quelle chose formidable on va faire dans 10 ans? Et pourquoi est-ce qu'on se demande pas quelle chose formidable je vais faire aujourd'hui? On se pose jamais cette question. Et je pense qu'on devrait le faire. Moi, je me la pose. Moi, j'adore ce que je fais. C'est ce que j'allais dire pourvu que ça dure. Dans 10 ans, j'ai envie de te dire pourvu que ça dure. Ou au pire, si ça dure pas, un petit gîte avec 20 couchages. Je fais à manger, que les potes qui viennent. Tu redeviens la femme. Ah non, mais petite maison d'eau, t'as rencontré des gens qui viennent du monde entier. Tu vois, tu voyages tout en restant... Parce que tu sais pas, dans 10 ans, la santé, tout ça. Donc, au moins, avoir un petit truc où t'as l'impression de... Il n'y en a pas une autour de la table qui a osé dire j'ai envie d'être milliardaire, Moi, j'ai envie d'être coté en bourse. J'ai envie de la question. Allez, commencez par moi. Voilà. Ne bridez pas vos ambitions, mesdames, voyons. Je pense que c'est évident. Ah, c'est évident. Au-delà de ça, est-ce que dans votre pratique quotidienne, est-ce que dans vos relations professionnelles, est-ce que vous avez croisé la misogynie, un peu de paternalisme? Est-ce qu'il y a eu le plafond de verre dont on parlait tout à l'heure avec Sarah Machem? Est-ce que, voilà, c'est pas facile tous les jours, alors non, tout va très bien, madame la marquise. Sans langue de bois. Alors, pour moi, c'était... Bon, généralement, des fois, je vécu des situations où... c'est-à-dire... Alors, dans les la BTP, je sais que c'est... Voilà, la discrimination, c'est-à-dire quand je fais des visites sur chantier, les regards qui sont tous braqués vers toi, sans aucune raison, en fait. Et aussi, des fois, avec mes clients potentiels, dont ils me voient que je suis encore jeune, je suis petite. C'est ça, le fameux paternalisme. Oui, alors là, elles me prennent généralement pas au sérieux, mais après les résultats obtenus, là, je vois un changement de relationnel surtout. Alors là, j'ai toujours à gérer des relations. Mon relation client, c'est vraiment très difficile, délicat, parce que j'ai une niche assez spécifique. Les promoteurs immobiliers, c'est pas facile à gérer. Moi, je te dis, au-delà du pro, le pro, c'est certain, mais je crois qu'on a tous vécu les mêmes choses, hein, ça reste classique, c'est on te prend pas au sérieux. Tu m'as affiche. Ouais, après, ça peut être des sous-entendus, je suis là, ce genre de choses, les appels à point d'heure, bon, ça, je pense que c'est classique, parce qu'il y a une femme qui travaille, donc forcément, on est un peu olé olé, et ça, bon, on a tout trinqué là-dessus, on le sait. Après, moi, c'est plus sur l'aspect perso. Sur l'aspect perso, par exemple, j'étais avec mon conjoint de l'époque et puis c'est moi qui paye les courses. Je vais au supermarché, c'est moi qui paye les courses, donc qui donne l'argent. Et le gars me regarde en disant pose-les sur le tapis, quoi, de caisse. Je pose l'argent et au moment de rendre la monnaie, il rend au gars. Il le met dans la main. C'est pas toi qui paye. Ouais, c'est même si c'est toi qui paye, la monnaie c'est lui. C'était juste ça, genre je t'ignore. Et j'ai fait la remarque, j'ai dit vous avez vu que j'existais, vous m'ignorez, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Donc à ce moment-là, je te pose tes courses, rends-moi mon argent. La symbolique est terrible, hein. Ah oui, ça paraît anecdotique comme ça, mais je nie ton existence. C'est ça. Mais au-delà de très mal fait. même quand tu leur parles, quand tu vas dans des administrations. Oui, c'est un mec qui répond à côté. Voilà, qui répond à côté. Moi, je suis partie une fois dans un établissement pour ne nous faisons pas plus d'ennemis que nous en avons. Je ne peux pas me le permettre. Et je me présente, et comme c'était mon conjoint qui se présentait à chaque fois, donc t'es qui? Donc je me présente et tout, et je dis voilà, on veut séparer les statuts, etc. Je dis mais madame, c'est terrible ce paternalisme. Et j'étais là, mais en fait je pouvais même pas lui répondre parce que bon, j'avais besoin quand même de clarifier la situation et d'aller vite, mais effectivement on te parle pas, quoi, tu n'es pas considéré. L'autre aspect perso, c'est évidemment c'est là où ça m'a amené justement à ce qu'on disait tout à l'heure à l'immobilier, c'est de se loger. Quand on leur dit non, mais on travaille et le soir c'est l'endroit où on dort et où on vit, on se nourrit et que le lendemain on retourne bosser. Ça paraît bizarre, donc c'est par rapport au réseau, c'est comme ça que ça s'est passé au début. Oui, mais les femmes avaient du mal à se loger, donc on faisait des échanges comme ça. Genre j'ai un appartement, la mienne, ce que tu connais, donc l'autre. C'est pas facile d'habiter seule en Algérie quand on est femme. Quand on est femme. Donc moi c'est les aspects perso qui me choquent le plus. Professionnellement, à la limite, il y a toujours une réponse, il y a toujours quelqu'un à l'administration. Il y a beaucoup de femmes aussi dans l'administration. On peut être guidé dans notamment tout ce qui est juridique, tu vois. Comment on appelle ça?
leur nom m'a échappé. Mais les notaires, les comptables, les experts comptables, tout ça, c'est des personnes auxquelles on peut se fier. Il y a de plus en plus de femmes dans ce secteur d'activité-là. Donc on peut être guidé de façon... Est-ce que ce serait une des raisons qu'on évoquait en début d'émission qui empêcherait peut-être les diplômés évoqués en première partie de se lancer justement dans l'entrepreneuriat? Je vais rentrer le soir, on va peut-être me regarder de travers, je vais être fiché, catalogué comme étant tel type de femme, etc., etc. Est-ce que cette pression psychologique produit les fameux 15% qu'on a évoqués en début d'émission? Entre autres aussi, enfin selon ma modeste expérience, moi qui ai vécu très longtemps seule en tant que femme, et c'est vrai que on fait attention à ce que pensent les autres. Hein. On essaye de faire en tout cas attention. Mais après mon expérience professionnelle, j'ai été soutenue par beaucoup d'hommes, hein, si ça peut rassurer les auditeurs. Exactement. Les premiers hommes de ma vie, donc c'est mon père Lahmo et mon frère Racine. Donc pour moi, ce sont des salut qui doit venir jeudi prochain normalement. Voilà, qu'on salue, coucou Racine, et qui m'ont propulsé. Hein, et mes beaux-frères aussi, c'est-à-dire qu'on essaie de s'entourer d'hommes qui ont plus ou moins cette envie de voir la femme réussir. C'est aussi l'entourage. Oui, mais voir la femme, c'est la femme de leur famille aussi. Voilà. Ça reste encore autre chose. Après, j'ai 90% des clients qui sont dans l'entreprise publique. C'est des hommes et qui m'ont aussi beaucoup aidé, que je salue. Donc ce sont mes clients, mes partenaires. Donc ça, si ça peut rassurer, le tableau n'est pas complètement noir, mais il n'est pas rose non plus, pour faire une métaphore facile avec le 8 mars. D'accord avec Lamia, dans le micro. Par rapport à ce que tu disais, tu sais, moi quand je suis arrivé à Alger, j'ai commencé avec le groupe Flo, le restaurant Hippopotamus. Arrêtons de citer Il faut citer d'autres femmes. Je peux faire l'hippopotame. McDonald's. Bon, donc une chaîne de restauration étrangère. Et donc les horaires, restauration, bien évidemment, quand c'est une franchise, moi je terminais, il était 2h du matin. Voilà. Mais jamais, au grand jamais, en débarquant, je me suis posé la question. Ouais. Je rentre du travail, je travaille dans un resto, 2h du matin, je me gare. Voilà. Et je rentre chez moi, voilà. Et c'est vrai que je me suis retrouvée avec il a fallu apprendre ces réflexes. Oui, avec des gars qui débarquaient en disant d'où tu viens, où tu te crois. C'est un quartier où il y a que des familles. On m'a crevé les pneus, on m'a craché le rétroviseur. Ah carrément. Ouais. Et c'est après, ouais, quand même quoi. J'ai dit mais je rentre du boulot. Enfin j'ai même pas dit je rentre du boulot. J'ai dit peut-être que je sors de l'asile psychiatrique et je peux te faire une folie dans ta tête. Laisse-moi tranquille. Il faut montrer patte blanche systématiquement. C'est ça. Et c'est vrai que là-dessus, ça peut être ça aussi. Moi, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience. Comme ça, d'un coup, je ne savais pas, mais forcément, si d'autres femmes ont vécu ça précédemment et qu'elles l'ont partagé dans leur réseau familial ou professionnel, oui, la question peut se poser. Fatma. Je rejoins totalement Hind sur ce qu'elle disait. L'entourage compte énormément dans la vie d'une femme, encore plus dans la vie d'une femme entrepreneur. Moi, j'ai la chance d'avoir été épaulée par mon père, par exemple. Dans le secteur où je suis, j'ai souvent été amenée à aller chez les grossistes, dans les quartiers réservés aux hommes pour aller acheter la marchandise. Aux hommes, ouais, voilà. À 5h du matin, tu vois une petite jeune fille arriver pour faire le plein de marchandises. J'ai jamais rencontré de misogynie ou de regard déplacé ou quoi que ce soit. Pourquoi? Non, c'est pas la nuit. Je pense qu'il y a une raison à ça. Je pense aussi que c'est l'énergie avec laquelle j'y vais, en m'adaptant déjà linguistiquement au milieu dans lequel j'y vais, en m'adaptant dans la façon dont je m'habille. Je sais pas. Et j'ai aussi en fait, j'y vais sans idée reçue, j'y vais sans a priori, et du coup, j'attends rien, je fais mon job et je rentre chez moi. Et jusque-là, je n'ai pas rencontré de misogynie. Après, je pense que ça dépend des secteurs. Dans tout ce qui est grossiste, moi perso, j'ai jamais rencontré tout ça. C'était dans la bonne démarche. Si pour toi c'est normal et que tu agis comme s'il y avait rien de spécial à ta présence, finalement les gens s'adaptent. Et ça, c'est l'une des éducations que doivent avoir les femmes. C'est de pas être gêné, de pas arriver timidement, de pas s'excuser d'exister. De pas baisser les yeux, etc. C'est ça. Tu vois, comme dans la rue, les agressions qu'elle subit, ces agressions mentales. Exactement. Et voilà, et de dire je suis là et qu'est-ce qui se passe. Et d'avancer. Tu sais, dans le cadre de mon travail, je reviens donc d'une zone à Ain Lila, qui est donc le QG de la pièce de rechange en Algérie. Ain Lila à Omolbouakri. QG de la pièce de rechange en Algérie. Donc c'est un monde d'hommes. Je n'ai pas croisé de femmes. C'est vraiment un monde d'hommes, mais j'étais très bien accueillie, très bien reçue, très bien soutenue aussi.
Et à l'intérieur du pays, ils ont un côté, alors malgré, on appelle ça conservateur, mais il y a un côté protecteur aussi qui est peut-être surdimensionné, c'est du surprotectorat, mais ça reste, quand tu fais pas partie de la famille, un côté protecteur. Tout à fait. Enfin, on a moins d'agression, je pense, que sur... Faut pas non plus romancer, je romance romancer le quotidien. Pour une fois que je me modère moi-même, t'as pas besoin de le faire. Sarah, qu'est-ce que ça t'inspire justement? Écoute, moi je suis totalement d'accord, effectivement. Est-ce qu'il faut s'imposer ou alors il faut essayer d'être plus intelligent que le système? Il faut pas rentrer en guerre du tout. En fait, il faut juste pas être dans les brancards, et de pas se dire qu'on est en train de créer des. Voilà, on n'est pas en train de faire quelque chose d'extraordinaire en fait. À rentrer dans un café réservé pour un, c'est un café au final. Donc c'est vraiment pour généraliser. Ah, mais quand ça a été fait il y a 6-7 ans pour la première fois à Place Audin, si tu te souviens. Il fallait une première fois. Voilà. Il fallait que quelqu'un se sacrifie au final. Et c'était compliqué, il y avait l'électricité dans l'air, il y avait un début de bagarre aussi. Mais après, il faut quelques années plus tard, c'est devenu plus toléré, plus accepté. Il faut une première fois. Je pense que la première femme entrepreneur en Algérie, ça serait bien de l'inviter, celle-là, d'essayer de chercher. Voilà, faut la retrouver. Et ça n'a pas du tout dû être difficile, facile pour elle. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu de rentrer en conflit ou d'essayer faut être soi-même et puis se dire qu'on n'est pas en train de déranger, de gêner, d'être sûr de soi. Au final, on est venu pour travailler. Si t'arrives en marchant sur des œufs, c'est là où on t'entend en fait et on te remarque. Puis il y a l'attitude, tu le vois, l'attitude, le corps parle. Ouais, c'est ça. Le comportemental, la gestuelle, donc de la femme qui parfois rassure, parfois même fait peur aux hommes. Donc nous, on est tombé sur des situations. Ah, moi je suis mort de trop ici. Je tremble, mon micro tremble aussi. Non, pour te dire, oui, on peut être. Moi, j'avais un atelier où j'étais à la tête de 80 bonhommes qui étaient donc dans la polyvalence, dans tout ce qui est la maintenance, et ça va. Donc ça marchait. Très bien. Quel conseil, il nous reste à peu près 5 minutes d'émission, vous donneriez à une jeune diplômée qui a des étoiles plein les yeux, qui est en train de nous entendre là maintenant tout de suite? Qu'est-ce que vous lui diriez si elle était là, présente dans l'émission, sans langue de bois? Allez-y. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais réagir, c'est vraiment cette histoire d'entourage. Comme vous disiez, les filles, l'entourage est très important lorsqu'on se sent soutenu. Et que les personnes nous font tremplin également autour de nous, que ce soit amis ou famille. Mais à côté de ça, il y a autre chose, c'est que notre vie nous appartient. Et appartient à nous seuls. Et qu'à un moment donné, même si on rentre en conflit, au lieu de reculer et de se dire, voilà, j'y vais pas parce que papa, parce que tonton, parce que mon frère, parce que ma mère, parce que mon oncle, parce que mon grand-père. Parce que mon voisin, parfois. Parce que mon voisin, il va pas comprendre que je rentre à 2h du matin. En fait, non, faut que ça glisse, faut laisser couler, faut aller au bout. Pas s'imposer, j'allais ressortir le mot, mais non, mais il faut faire ce qu'on a en tête, il faut aller au bout de ses idées, parce que rêve, ça fait très cliché, donc on va parler d'idées et de projets plutôt, parce qu'on est dans le monde de l'entreprise. Et quoi qu'il arrive, les parents et les amis sincères resteront. Tout à fait. Au fur et à mesure du chemin, ils vont vous regarder avec des grands yeux et en disant et finalement d'essayer d'arriver contre toute attente et à contre-courant. Et c'est là en fait le vrai challenge. C'est pas, ok, c'est très bien d'être soutenu et d'avancer, mais plus le chemin est difficile et plus on a de quoi être fier après. Tout à fait. Donc voilà, si vous rencontrez des difficultés, c'est pas grave, foncez quand même. Pas de mal. Je vais juste finir sur ce que tu disais. Oui, parce que mon tonton, parce que papa. Alors, j'ai lu, je sais plus qui l'avait dit, mais je te le dirai, Reda. Une femme devient puissante à cause ou grâce à son père. C'est vrai. Et cette phrase, elle est extrêmement vraie. Toutes les femmes puissantes ont une histoire derrière elles. Alors, le mot que je dirais à la jeune étudiante ou à la jeune femme qui nous écoute, c'est ne laisse personne remettre en question ta légitimité à faire quoi que ce soit. Voilà, je m'arrêterai là. Ahmed, pour le mot de la fin. Voilà, pour le mot de la fin, moi je dirais, il faut croire. Il faut croire à ses compétences, à sa volonté et surtout à son rêve. Et je pense qu'en croyant et en tombant, c'est à partir de là qu'on va vous allez créer vos propres ailes et j'en crois en vous. Tu as dit tomber parce que j'ai la béquille derrière moi. Ah oui, ça oui. Je savais que j'aurais pas dû faire cette émission. Ah oui. Plus sérieusement, mesdames, c'était un pur plaisir évidemment de vous avoir autour de moi, autour de la table. N'oublie pas, toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à jeudi prochain.